Bonjour à tous et à toutes qui êtes ici avec nous aujourd'hui pour ce midi du Pôle Santé. Merci aussi et bienvenue à tous ceux qui sont en ligne avec nous présentement pour venir accueillir en fait deux présentateurs, Chris et peut-être trois, en fait, certainement trois, avec Caroline qui est enceinte, Caroline Parent qui est coordonnatrice ici au Pôle Santé et qui est aussi chargée de projet. Est aussi chargée de cours aussi en gestion du changement et aussi elle donne beaucoup de formations en matière de gestion par processus. C'est un peu dans ce thème-là qu'elle va nous entretenir aujourd'hui. Et Mme Édith Arsenault qui est chargée de projet en Montérégie et qui était particulièrement assignée au projet de diagnostic des TSA. Aujourd'hui, nos deux présentatrices vont venir nous présenter les constats, les leçons apprises et les questionnements qui découlent en fait du projet qu'ils ont fait et les recommandations qu'elles ont réalisées en Montérégie pour le diagnostic des TSA. Alors, sans plus tarder, je leur laisse la parole. Je les remercie par contre chaleureusement d'avoir accepté notre invitation à venir présenter. Merci. Alors, bonjour à tous. Bon midi. Merci d'être avec nous ce midi. Vous aurez compris, Marie-Hélène m'a présentée comme étant chargée de projet anciennement à l'agence. Vous aurez compris qu'il n'y a plus d'agence en Montérégie. Hein? Je vous rassure tout de suite. Alors, effectivement, ce projet-là a pris fin en mars dernier et en collaboration avec un projet à Montérégie que nous avions en collaboration avec le HEC. Et j'avais accepté au départ de faire ce séminaire avec Caroline-là. Alors, même s'il y a eu fermeture de l'agence, j'ai tenu à maintenir mon engagement. Alors, pour la rencontre de ce midi, séminaire de ce midi, ce qu'on vous propose pour la prochaine heure, on vous propose de vous parler effectivement d'une démarche réelle qui a eu lieu, d'une démarche régionale d'amélioration des processus. Ça va être vraiment le cœur de cette présentation-là. On vous propose de vous parler des constats, des observations, des pistes de solutions également qui ont émergé de cette démarche régionale-là. Et le tout à travers une démarche régionale. On illustre, dans le fond, ces constats-là, ces observations-là, à travers une démarche régionale d'amélioration des processus. Alors, rapidement, je vous amène à vous présenter la démarche en soi. Mais je tiens à vous le préciser tout de suite, on va passer très rapidement sur ce projet d'amélioration, la démarche comme telle. Vraiment, je veux qu'on puisse rapidement passer vers le cœur de la présentation qui est davantage les constats, les apprentissages. Mais pour pouvoir vous permettre de faire des liens, pour pouvoir vous permettre de bien comprendre, on a pensé prendre le temps de situer le projet en tant que tel. Alors, c'est un projet qui, dans un premier temps, avait pour but d'optimiser et d'harmoniser les processus d'évaluation diagnostique TSA dans les 7 cliniques d'évaluation, ainsi que dans la clinique régionale d'évaluation des troubles complexes du développement en Montérégie. Alors, vous comprendrez que ce projet-là s'inscrit dans une région où il y a 11 C3S et 8 cliniques, mais en fait 7 cliniques d'évaluation et une clinique régionale qui avait un mandat un petit peu différent, j'y reviendrai. Alors, un territoire très grand, beaucoup d'acteurs sur le terrain. On s'est rapidement orienté vers 2 objectifs spécifiques pour encadrer la démarche, nous donner des objectifs vraiment très précis à atteindre. Donc, atteindre un temps d'attente de moins d'1 an pour chaque usager entre l'émission de l'hypothèse documentée en TSA, de TSA en C3S, et l'émission d'un diagnostic en clinique d'évaluation. Et ça, du 6 juin 2015, le projet se passe, là, ça fait déjà un moment qu'on a terminé. Notre deuxième objectif spécifique était d'harmoniser le processus d'évaluation. On a 7 cliniques d'évaluation plus une clinique régionale qui
dans une même Montérégie, travaillent de façon très différente, malgré toute la volonté qu'on avait à l'époque lors de la mise en place et malgré toutes les structures qu'on s'était données pour garder une intervention harmonisée, on a quand même 7 cliniques qui travaillent de façon relativement différente à ce moment-là. Et le tout, puis je tiens à le préciser, une démarche fondée toujours sur les meilleures pratiques en évaluation diagnostique. Alors, ce projet-là se déroule dans un contexte où on a effectivement une hausse des taux de prévalence, non seulement au Québec, mais encore plus particulièrement en Montérégie. La Montérégie est la région du Québec où le taux de prévalence est le plus élevé. Dans un contexte également où on a de moins en moins accès aux services d'évaluation diagnostique des hôpitaux de Montréal, puisque, comme partout ailleurs, les listes d'attente augmentent. Donc, on retourne la clientèle en Montérégie, tant au niveau de la clientèle francophone que la clientèle anglophone. Donc, encore plus d'évaluations à réaliser en Montérégie. Et dans un contexte aussi où on a l'adoption du projet de loi 21 qui vient modifier la pratique des professionnels. Alors, on a un mélange d'opportunités et en même temps, de grands défis à réaliser. Nos listes d'attente en Montérégie, à ce moment-là, sont relativement importantes à l'intérieur de nos cliniques. On peut parler d'un délai d'attente variant dépendamment d'une clinique à l'autre, variant de 12 à 24 mois d'attente pour l'accès à l'évaluation. Ce qui fait qu'une mobilisation à ce moment-là est nécessaire. Une mobilisation est nécessaire et comme région, l'agence, à ce moment-là, effectivement décide avec l'ensemble des décideurs, de démarrer un projet de révision, d'amélioration de nos processus d'évaluation diagnostique. Je vous ai dit que je ne vous présenterai pas le projet dans son fin détail. Je vais y aller rapidement sur quelles sont les stratégies que nous avons favorisées, sur lesquelles nous nous sommes arrêtés dans la gestion de ce projet de changement-là. Alors, une des premières stratégies, une structure de projet standard, une structure de projet comme on les retrouve dans la majorité des projets d'amélioration, de tout ce qui est gestion du changement, avec une particularité qui pour nous était vraiment importante, d'aller chercher à l'intérieur, bon, avec un comité régional, comité restreint, comité élargi, des directeurs, des gens terrain, mais aussi, et c'est de là sur lequel se fondait l'ensemble de notre projet, des experts. 2 types d'experts importants pour nous dans ce projet-là. Des experts en révision, amélioration de processus, et c'est là qu'on est venu chercher les gens du HEC, et aussi des experts en évaluation diagnostique TSA. Et à ce moment-là, on est allé chercher des gens de l'Institut universitaire Mauricie-Centre du Québec. L'objectif à l'intérieur de cette action-là, de cette stratégie-là, était vraiment d'aller chercher des gens neutres, à l'extérieur de nos cliniques, mais vraiment avec une expertise réelle sur le but du projet. Une expertise réelle et une expertise reconnue, ce qui amenait donc une crédibilité importante dans les décisions qui seront prises dans les solutions de changement. Autre stratégie qu'on a choisie avec la collaboration et le soutien du HEC, c'est d'aller dans une démarche de changement émergent. Il y avait 2 possibilités dans ce projet-là. On aurait très bien pu dire à nos 7 et 8 cliniques, bien voici, on prend le temps de s'arrêter, on prend le temps de définir ensemble quel est le processus d'évaluation optimal dans une première phase du projet et dans une deuxième phase du projet, voici, pour les 7 autres cliniques, vous répliquez le processus d'évaluation.
et ça aurait été simplement de descendre les orientations qui auraient découlé de la première phase. Par contre, on a davantage choisi d'aller dans une démarche où on impliquait directement les acteurs locaux des cliniques d'évaluation pour qu'ils soient des acteurs influents dans le processus de changement, pour qu'ils soient des acteurs qui fassent partie de la solution de changement et qui soient déjà au cœur de la réflexion, de l'analyse et des choix dans la solution de changement. Quand Caroline nous a proposé ça, ce que ça faisait, c'est énorme comme projet parce que, puisqu'on avait 7-8 cliniques, ça voulait dire, oui, une équipe de projet régionale, mais ça voulait aussi dire 7 petites, puis là je dis petites, mais 7 équipes de projets locales. Donc, un projet régional, mais 8 projets locaux. Défi d'envergure. Alors, on a décidé d'embarquer avec et Caroline et l'Institut universitaire Mauricie-Centre du Québec. Et on ne l'a jamais regretté. Je pense qu'effectivement, ça a été la meilleure avenue pour ce projet-là. Par contre, ça devenait un projet d'envergure qui s'échelonnait sur une période un peu plus longue. On ne pouvait pas réaliser l'ensemble des projets locaux de front, tous en même temps. Alors, ça nécessitait d'ores et déjà un ordonnancement des différents projets locaux. Donc, un projet qui se déroule sur une période de 8 à 10 mois facilement avant de voir les 8 cliniques. Alors, ce qu'on s'est donné comme stratégie, c'est de démarrer avec un site pilote pour tester notre démarche, pour peaufiner notre démarche. Et le choix de ce site pilote-là devenait fort important puisque c'était l'opération de démarrage, c'était l'opération de marketing pour le reste. Alors, avec l'aide de la boîte à outils CAPT, on est allé chercher, CAPT qui est une démarche de gestion de changement, on est allé chercher un outil standardisé qui nous a permis d'aller colliger de l'information importante, l'information directement dans les milieux sur les conditions favorables au changement. Et on s'était donné 6 critères, 6 conditions critiques qui devaient être présentes au départ pour pouvoir démarrer avec cette équipe-là. Quelles étaient ces 6 conditions critiques-là, ces 6 critères? Dans le fond, l'adhésion de la direction, s'assurer que la direction d'établissement où on s'apprêtait à faire l'intervention était dans le coup avec nous. L'adhésion médicale, on est en évaluation diagnostique. On doit s'assurer d'une adhésion médicale. Est-ce que les médecins, les pédiatres, les pédopsychiatres dans cet établissement-là sont au courant, font partie de la démarche, adhèrent à la démarche? La disponibilité des professionnels. C'est une démarche qui demande du temps. C'est une démarche qui demande d'arrêter certaines activités pendant un moment X, de focusser sur de procéder à une analyse, une réflexion. Donc, ça veut aussi dire d'arrêter certaines activités professionnelles. Donc, on doit libérer ces professionnels-là. Le climat, le lien de confiance actuel au moment de l'intervention dans l'équipe. Une équipe mature, une équipe qui est capable de travailler ensemble, une équipe qui est capable de se questionner, de s'auto-critiquer. Ça faisait partie des éléments importants pour nous. Les capacités d'influence du coordonnateur clinique. Chaque clinique d'évaluation avait dans sa structure un coordonnateur clinique. Et je vous dirais les capacités d'influence, mais surtout la reconnaissance du leadership clinique de cette personne-là. C'est un leader dans l'équipe. Donc, est-ce que ce leader-là est reconnu par l'équipe? Ça faisait aussi partie des éléments importants. Et finalement, l'écart restreint entre la situation actuelle et la situation souhaitée. Ce qu'on voulait, c'était vivre un succès dans ce site pilote-là.
Donc, c'est sûr que d'emblée, lorsqu'on voyait une clinique pour laquelle il y avait énormément d'écart entre le 12 mois qu'on souhaitait atteindre, mais on se disait, ce n'est pas la meilleure clinique avec laquelle il faut débuter l'intervention. Allons-y avec une clinique où est-ce qu'on risque de vivre un succès dès le départ. Autre stratégie importante, la présentation du projet à plusieurs instances stratégiques. Pourquoi? Pour informer, mais surtout pour rassembler. Le changement dans une organisation doit être porté par les décideurs et pour que les directeurs puissent favoriser, puissent permettre l'implantation des solutions de changement, il fallait qu'ils soient présents, qu'ils soient au rendez-vous. Quelles sont les instances stratégiques qu'on a visitées? Et là, c'est sûr que je vous parle d'une structure qui n'existe plus, là, mais simplement à titre d'exemple, la table des directeurs de programme des ITSA. On a 11 C3S en Montérégie, on a 11 directeurs de programme des ITSA. Il faut qu'ils sachent qu'est-ce qui s'en vient, comment on va le faire. Il faut qu'ils soient avec nous, il faut qu'ils la supportent, cette intervention-là. La table des directeurs en santé mentale. Il y a des collaborations nécessaires avec nos partenaires qui sont dans d'autres secteurs, des C3S à ce moment-là. La table des chefs de pédiatrie, nos omnipraticiens. La table des chefs de pédopsychiatrie. J'ai fait le tour de ces tables-là. Je me sentais comme l'impression d'être une Madame Tupperware avec mon projet à toutes les instances. Mais ce qui faisait que lorsque on arrivait dans un établissement, mais l'ensemble des décideurs avaient au moins entendu parler du projet, avaient au moins une brève connaissance de quels sont les objectifs de ce projet-là, qui sont les parties prenantes dans mon établissement, et ainsi de suite. Finalement, l'autre stratégie importante, le soutien de la toute autre haute direction, qui était notre table des DG d'établissement. Le projet partait, je l'ai mis en dernier, puis en fait, il pourrait être même en premier. Le projet partait, était vraiment adopté par la table des DG, ce qui permettait à ce moment-là aux directeurs d'avoir les coups des franches dans l'implantation de la solution de changement à la sortie de notre intervention. Alors voilà, on garde les questions pour la fin, hein? C'est ce que j'ai compris, c'est ça? Parfait. Donc, je poursuis. Caroline et moi, on a pensé vous présenter, finalement, on passe très rapidement, on vous présente le produit final du processus optimal qui s'est dégagé de cette démarche-là, qui s'est échelonnée sur plusieurs mois. Je vais passer rapidement sur le processus d'évaluation optimale parce que ce n'est pas le cœur, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le cœur de la présentation, mais c'est quand même intéressant de voir que de plusieurs projets locaux, s'est dégagée une démarche qui, malgré le fait qu'on l'a fait en cascade, mais la démarche centrale s'est quand même répliquée un peu partout. Alors, je ne vous l'ai pas assez nommé, mais à l'intérieur de cette démarche-là, oui, un focus à tout moment sur la révision, l'amélioration du processus d'évaluation diagnostique, mais aussi une lunette des meilleures pratiques. Alors, dans le fond, des meilleures pratiques en évaluation diagnostique. Dans le fond, le processus à la fin qui s'est dégagé permettait d'inclure, de tenir compte et d'être influencé par les meilleures pratiques qui nous étaient continuellement soufflées à l'oreille par notre experte Mauricie Centre du Québec. Un processus d'évaluation qui s'échelonne selon
selon les meilleures pratiques, sur une période maximale de 4 à 8 semaines. Malheureusement, dans les cliniques, la réalité organisationnelle, les contraintes faisaient en sorte que parfois, on voyait effectivement des évaluations qui s'échelonnaient sur plus grande période que ça. Et on a essayé, dans la mesure du possible, de faire en sorte qu'on puisse tenir compte de l'ensemble des contraintes organisationnelles, je dirais plutôt des réalités locales, pour en faire un processus standard à la fin, dans laquelle chacune des 7 cliniques pouvait se retrouver et pouvait, avec quelques petits ajustements, mettre en place et implanter dans leur clinique. Donc, référence par l'amont, la clinique reçoit les demandes de l'amont, d'un demandeur. Quelques éléments cruciaux qui se sont dégagés. Dans les travaux qu'on a faits, on n'a pas travaillé sur... on incluait des acteurs de l'amont, mais on n'a pas travaillé du tout sur ce qui se passait dans le processus en amont. On était vraiment concentré sur les processus des cliniques d'évaluation, mais à travers ces discussions-là, nécessairement, les acteurs en amont étaient au cœur, régulièrement au cœur des discussions. Des référents, la nécessité, l'importance des référents bien formés, des critères de référence clairs. Le jeune enfant qui se retrouve sur une liste d'attente en clinique d'évaluation, il faut qu'il se retrouve là pour la bonne raison. Il faut que les critères de référence soient très clairs. Si je le réfère vers une clinique d'évaluation TED, c'est parce que j'ai les bonnes raisons de l'envoyer vers ce service-là. Donc, des outils de détection standardisés, utilisés par l'amont. Lorsqu'on arrive en clinique d'évaluation, la détection est bien faite, elle est documentée et la raison de la référence, elle est claire. Donc, la réception des demandes d'admission se fait par un professionnel assumant la coordination clinique. Le type de profession peut varier. C'est un professionnel qui a le rôle de la coordination clinique, qui a le rôle, qui a les responsabilités d'un coordonnateur clinique. L'enfant mis en liste d'attente selon la date réseau. On avait toute une préoccupation considérant les délais d'attente dans les cliniques, de tenir compte de la date à laquelle l'enfant était arrivé, était référé au C3S pour la priorisation des demandes. Déjà, à l'entrée, à l'admission, avec un dossier bien documenté, une hypothèse TSA bien documentée, on est en mesure, le coordonnateur clinique est déjà en mesure de déterminer, je parle de trajectoire évaluative, mais déjà d'avoir une idée de quels seront les besoins de professionnels dans cette évaluation-là. Est-ce qu'on a, à la lumière des premières informations, est-ce que j'ai besoin d'aller chercher la collaboration du pédopsychiatre dans cette évaluation-là? Cette trajectoire-là permet tout de suite de planifier le processus d'évaluation diagnostique qui va s'insérer en... Grosso modo, on l'a résumé en 5 étapes. Je vais passer très rapidement sur les 5 étapes. 5 étapes qui permettent d'arriver à conclure, à infirmer, à confirmer un diagnostic TSA. Ces 5 étapes-là se sont dégagées comme étant les étapes nécessaires, les étapes cruciales, incontournables dans l'évaluation diagnostique TSA. L'histoire développementale, plusieurs outils peuvent être utilisés pour l'histoire développementale. En Montérégie, il y avait déjà une culture, déjà une pratique d'utiliser l'ADI. ADI complet, ADI abrégé, on a eu beaucoup de discussions là-dessus.
bref, ADI abrégé, effectué par le professionnel qui a le plus de temps. Pourquoi qui a le plus de temps? Parce qu'on a une réalité aussi où nos équipes ne sont pas toujours à temps plein. On a des professionnels à temps partiel à l'intérieur de cette équipe d'évaluation-là. Dans les meilleures pratiques, effectivement, l'histoire développementale devrait être faite par la travailleuse sociale, mais elle peut également, si la travailleuse sociale est à 2 jours semaine et que ça devient le goulot d'étranglement, c'est plus une bonne pratique de continuer avec uniquement. Alors, dans certains endroits, on a fait le choix de dire, bien, maintenant, il va y avoir 2 professionnels qui vont faire l'histoire développementale et qui est, dans le groupe, l'autre meilleure personne qui pourrait être utilisée pour faire l'histoire développementale. La DOS, outil incontournable pour procéder également au diagnostic. Une des notions dont je n'ai pas beaucoup parlé, c'est à l'intérieur des meilleures pratiques, se dégage toute la pratique en interdisciplinarité. Donc, cette notion-là, cette vision-là, est rapidement venue s'inscrire, s'introduire dans le processus d'évaluation diagnostique parce qu'elle devait être au cœur de l'ensemble des actions posées par chacun des professionnels. Donc, rapidement, d'impliquer plusieurs professionnels ensemble dans l'évaluation pour leur permettre de faire des observations, de colliger des données sur l'enfant qui est en évaluation et éventuellement en arriver à une discussion interdisciplinaire en mettant ensemble le fruit de leurs observations. La DOS, évaluation incontournable, donnait au départ le pouls sur les évaluations à mettre en place. Dans la DOS, deux professionnels procédaient à la DOS avec un observateur, un administrateur, mais de différentes disciplines. Qui est la meilleure personne pour faire la DOS pour cet enfant-là? Déjà, avec les informations dont on disposait, avec une hypothèse bien documentée, est-ce qu'à la DOS, j'ai absolument besoin que le psychologue soit là? Est-ce que j'ai absolument besoin que l'ergothérapeute soit là? C'est un incontournable. Il faut que mon ergothérapeute soit là. Il faut que j'aille une dyade absolument ergo-ortho. En fait, déjà, de la demande d'admission, on est capable, avec les informations dont on dispose là, de déterminer qui sont les meilleures personnes pour faire la DOS. Alors, oui, on parle d'un processus standardisé, mais avec, effectivement, certains ajustements lorsque c'est nécessaire. Mais on demeure dans un processus standardisé. Évaluation supplémentaire, lorsque requis. L'évaluation médicale, encore là, dans les meilleures pratiques, ligne directrice du Collège des médecins et de l'Ordre des psychologues, évaluation médicale nécessaire. L'évaluation médicale peut se réaliser à tout moment dans le processus. Donc, pas nécessairement, là, on l'a mis là, mais ce n'est pas nécessairement à ce moment-là qu'elle se réalise. Par contre, est-ce que j'ai besoin, après la DOS, de faire quelles sont les évaluations requises, les évaluations supplémentaires requises? Est-ce que j'ai besoin d'aller chercher une évaluation complète de l'ensemble des sphères en ergothérapie? Peut-être, peut-être pas. Et se permettre de se poser la question sur qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir conclure, pour pouvoir me prononcer sur l'émission diagnostic TSA. On a eu beaucoup de discussions autour du mandat d'une clinique. Une clinique d'évaluation a pour mandat d'émettre ou de confirmer le diagnostic. Discussion interdisciplinaire, bilan avec le parent et la fermeture du dossier. Encore là, fermeture du dossier. Nos cliniques d'évaluation, dans un contexte de rareté des ressources, d'attente avaient développé une pratique de mettre en place des post-bilans ou des rencontres suivies. Ça permettait aux professionnels de donner aux parents, effectivement, quelques outils pour pouvoir poursuivre
démarrer, mettre en place quelques interventions par eux-mêmes. Et encore là, on les ramenait effectivement au mandat de la clinique. Lorsque vous faites du post-bilan, il y a des enfants qui attendent sur la liste d'attente pendant ce temps-là. Le mandat a été au cœur des discussions tout le temps. Je termine là-dessus. Je vous laisse avec Caroline. Merci, Édith. Donc, en fait, Édith, elle vient de nous exposer dans ses grandes lignes le processus idéal pour faire de l'évaluation diagnostique TSA. Ce qui était intéressant de constater dans le cadre de cette démarche-là, c'est que malgré le fait que les meilleures pratiques pour faire de l'évaluation diagnostique sont bien connues, puis aussi les éléments de solution à mettre en place pour rendre notre processus plus performant, semblaient des choses qui étaient assez simples quand on était une personne qui venait de l'extérieur des cliniques qui étaient concernées. Donc, dans les faits, on a réalisé que la mise en place de ces solutions-là s'est avérée être représentée des enjeux qui étaient importants quand venait le temps de faire notre intervention à l'intérieur des différentes cliniques qui étaient touchées par le projet. Donc, ça nous amène maintenant justement à vous présenter, bien, c'est quoi les grands constats et apprentissages, mais surtout, quels ont été les grands obstacles à la mise en place de processus, mais surtout de trajectoires de services qui sont performantes, et ça en vue de commencer à réfléchir et d'avoir une discussion avec vous sur les grandes pistes de solutions à retenir pour justement venir améliorer la performance de nos trajectoires de services et de nos processus. On pense que c'est d'autant plus pertinent dans le contexte actuel, puis vous êtes des personnes qui travaillent, qui œuvrent dans le milieu de la santé. Donc, on sait qu'en ce moment, il y a une réorganisation importante du réseau qui est en train de se passer. Puis justement, bien, les gestionnaires et les dirigeants doivent repenser leur trajectoire dans le but vraiment d'amener les différents services, les différents établissements à collaborer pour les rendre plus performantes. Donc, d'où la raison pour laquelle on souhaite porter votre attention là, sur justement les obstacles à la mise en place de ces processus performants dans le réseau. Donc, d'une part, un premier obstacle qu'on a rencontré là, quand est venu le temps de réfléchir à la mise en place de ces solutions-là, c'est que l'activité professionnelle, c'est quelque chose qui reste difficile à implanter à l'intérieur d'un processus de travail qui est bien défini. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que l'ensemble des professionnels, souvent, détiennent une vision, je vais dire, individuelle de comment devrait se passer le processus par lequel va passer un enfant, si on pense, par exemple, au processus d'évaluation diagnostique des TSA. Donc, on a chaque professionnel qui a sa vision de comment devrait être effectué le soin ou le service, ce qui fait en sorte qu'à l'intérieur d'une équipe de professionnels, s'il y a 10 personnes qui œuvrent à l'intérieur de l'équipe, on pourrait retrouver 10 processus qui sont complètement différents. Donc, en d'autres termes, ce que je veux dire, c'est qu'on constate que c'est beaucoup encore les acteurs qui vont dicter le fonctionnement du processus. Donc, on reste beaucoup dans une logique où les acteurs ont énormément de pouvoir à l'intérieur de notre équipe et ce n'est pas nécessairement un processus qui a été clairement défini là, qui va organiser le soin et le service qu'on va rendre à notre usager. Pour nommer, par exemple, on peut prendre l'exemple des médecins à l'intérieur des cliniques. On le sait, puis c'est pas juste dans les cliniques qui font de l'évaluation diagnostique qu'on retrouve cet enjeu-là. On le voit un peu partout ailleurs dans le réseau. Mais on voit, par exemple, que le médecin est un acteur qui a beaucoup de pouvoir, puis souvent, il va être en mesure de vraiment dicter la façon dont va être administré le service ou le soin pour un usager. Par exemple, dans le cas des TSA, puis on l'a vu à plusieurs reprises, Édith puis moi, il y a des médecins qui souhaitaient être les seuls porteurs légaux du diagnostic des enfants TSA, quand légalement, dans la loi, c'est clairement dit que les psychologues et les neuropsychologues pouvaient être également des porteurs de diagnostic. Donc, à ce niveau-là, la volonté du médecin va venir grandement influencer notre processus, puis surtout la performance de notre processus, si c'est le seul qui peut suivre puis assurer la trajectoire pour un enfant puis son usager. Ça n'a pas nécessairement d'incidence positive sur la performance de notre service puis la performance de notre équipe. Donc, on est encore vraiment dans une logique d'acteur qui va venir dicter le fonctionnement de notre processus. On a noté également que l'autonomie professionnelle, c'est une valeur très importante que les professionnels détiennent, à un point tel que certains professionnels vont être grandement attachés à des tâches qui sont davantage de nature administrative, qui pour eux viennent toucher directement leur autonomie professionnelle.
puis je l'explique en l'illustrant par un exemple. Il y a certains professionnels, par exemple, qui étaient très attachés à la gestion de leur agenda puis la gestion de leur rendez-vous avec le parent puis avec l'usager. Donc, ce qui faisait en sorte qu'un psychoéducateur prenait lui-même le téléphone pour fixer le rendez-vous pour l'évaluation à DOS. Il appelle le parent ne répond pas, le parent le rappelle pour lui dire qu'il n'est pas disponible. Le psychoéducateur rappelle l'ensemble de ses collègues pour refixer une autre date. Donc, bref, ça semble toujours des petites activités, mais si, au bout de la semaine, on additionne tout le temps qui a été investi dans cette gestion administrative-là, bien, on a des cliniciens qui sont débordés puis qui ne font pas nécessairement des tâches qui ont de la valeur ajoutée. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'un ergothérapeute puis un psychoéducateur fasse de l'évaluation auprès de l'enfant et ne passe pas une bonne partie de son temps à faire des tâches davantage à valeur administrative. On note aussi la question du partage des rôles et des responsabilités. Donc, à l'heure actuelle, ce qu'on constate, c'est que le partage des rôles et des responsabilités se fait majoritairement en fonction des intérêts des acteurs dans le processus, puis les décisions ne sont pas nécessairement prises en fonction de rendre notre processus le plus fluide et le plus efficace possible. Par exemple, Edith, quand tu parlais des évaluations pour faire l'ADI, dans les faits, plusieurs professionnels peuvent mener cette activité-là à l'intérieur de notre processus, mais on ne choisissait pas nécessairement judicieusement la personne qui allait s'occuper de faire cette évaluation-là à l'intérieur de notre équipe. Donc, en somme, ça, c'est un obstacle important qu'on a constaté durant nos travaux. Puis la solution, la piste de solution qu'on souhaite vous proposer à ce niveau-là, puis je vous dirais que si, à mon sens, il y a une solution qui est importante à retenir, c'est celle que je vous présente à l'instant, c'est le besoin de venir établir, puis je l'ai souligné, un consensus d'équipe autour du processus qui est à suivre. Donc ici, on veut justement briser cette vision-là par silo ou rester sur le fait que c'est nos acteurs qui vont dicter notre processus. Là, ce qu'on demande ici aux équipes, c'est de faire un effort puis de définir ensemble, d'avoir un consensus d'équipe en vue de développer une compréhension commune du processus dans lequel on va travailler ensemble pour faire de l'évaluation diagnostique TSA. Donc ça ici, c'est vraiment fondamental d'aller chercher notre consensus d'équipe, une compréhension commune de comment on va organiser le travail ensemble. Puis lorsque vient le temps de définir ce fameux processus optimal à l'intérieur des équipes, c'est important aussi de retenir des solutions puis d'organiser le travail en fonction de ce qui va venir améliorer la performance puis ce qui va ajouter le plus de qualité au service ou aux soins qu'on va rendre à l'enfant. Donc ici, les décisions ne doivent pas être prises en fonction de ce qui accommode le plus le médecin ou ce qui accommode question horaire le plus le psychoéducateur, mais il faut vraiment ramener les professionnels à réfléchir à leur trajectoire puis à leur processus en fonction de ce qui a le plus de valeur ajoutée pour l'usager qui devrait être toujours au cœur des décisions qui sont prises. Ça va pour ça? Un deuxième enjeu qu'on a noté, c'est l'enjeu de fluidité. Puis quand je vous parle de fluidité, je ne parle pas juste de la fluidité à travers le processus d'évaluation diagnostique, mais bien tout ce qui vient en amont au processus et tout ce qui vient en aval. Donc, il y a des enjeux importants qu'on a notés à ce niveau-là. Puis un des éléments qui était d'autant plus dérangeant à travers ce manque de fluidité-là, c'est que le fait que les délais entre les différents services puis entre les évaluations sont tellement longs que ça fait en sorte que ça rend caduques certaines évaluations qui sont faites pour l'enfant. Par exemple, en amont, puis dans le cas des CETED, les enfants devaient arriver, en fait, le dossier de l'enfant devait arriver avec une évaluation de professionnel qui a été faite, par exemple, par une orthophoniste. Mais une fois qu'on a attendu 2 ans en liste d'attente, bien, cette évaluation-là, elle n'est plus valide. On ne peut plus s'en servir pour faire notre évaluation de l'enfant. Donc ici, il y a quand même certaines pertes de valeur, puis du temps qui a été investi que malheureusement, on ne peut pas se servir durant notre évaluation diagnostique. On note aussi du dédoublement des activités à travers les questionnaires, les entrevues qui sont faites avec le parent, les différentes évaluations. Il y a beaucoup d'informations qui vont se répéter durant tout notre processus d'évaluation. Puis même quand on prend des rapports, puis on le fait, Edith puis moi, on voit qu'il y a beaucoup d'informations qui sont redondantes. Donc, de prendre le temps de se dire, bien, est-ce que tout le monde évalue des choses qui sont différentes, puis est-ce qu'il y a des éléments qui vont venir se dédoubler à l'intérieur de notre activité d'évaluation. La séquence des activités aussi représentait un autre enjeu. Ce qu'on avait tendance à constater, Edith et moi, c'est qu'on va avoir tendance à commencer à faire plusieurs évaluations de façon simultanée sans prendre le temps de fermer de façon officielle notre dossier.
Donc, on évalue un enfant, on en évalue un deuxième, un troisième, un quatrième, mais on va reporter souvent la fameuse rédaction du rapport là, pour l'enfant. Donc, on reporte la rédaction du rapport à plus tard, des fois plusieurs semaines, voire des fois même 2 mois plus tard. On dit, on va rédiger notre rapport pour l'enfant, mais là, la rédaction prend beaucoup plus de temps parce que l'enfant, on ne s'en rappelle pas, il faut retourner dans nos notes. Certains vont aller revisionner aussi la DOS parce que c'est quelque chose qui est enregistré pour ceux qui ne le savent pas. Donc, on va passer beaucoup plus de temps à rédiger un rapport quand, au contraire, si on fait l'évaluation, on rédige en après-midi notre rapport, bien, c'est fini, puis ça a pris vraiment le moins de temps possible. Donc, la séquence des activités ici est quelque chose d'important. Au niveau de la fluidité, bien, on notait dans certains cas, on le sait, le réseau, ça change beaucoup. Hein, il y a beaucoup de jeux de chaises musicales à travers le réseau. Donc, on a souvent des nouveaux professionnels à inclure dans notre équipe. Puis, certains démontraient un peu d'insécurité professionnelle, ce qui faisait en sorte qu'on allait faire des évaluations supplémentaires. Justement, on allait peut-être vouloir revisionner une deuxième, une troisième fois la DOS pour être vraiment certain là, de nos observations, ce qui fait en sorte que nos délais pour faire l'évaluation se prolongeaient de façon importante. Puis, il y avait aussi des notions de maturité d'équipe. Hein. Comment on gère un conflit, là, mais comment on gère une discussion de cas lorsque différents professionnels ont une opinion différente du diagnostic qui devrait être remis à l'enfant. Les équipes plus matures vivaient ça de façon, je dirais, justement professionnelle. Bien, on gère de la complexité, c'est normal qu'on ne s'entend pas. Qu'est-ce qu'on va faire là, pour arriver à un consensus? Mais des équipes moins matures, des situations comme ça vont générer beaucoup de conflits, beaucoup d'anxiété à l'intérieur de l'équipe. Puis là, on va continuer, on va poursuivre l'évaluation, puis on va vraiment étirer là, l'ensemble de notre processus. Au niveau des solutions, là, il y en a plusieurs, hein, mais des pistes de solutions à retenir. Une priorité que j'aurais tendance à mentionner, c'est important, on commence un dossier, mais la priorité, c'est de le finir. Ce n'est pas d'en commencer d'autres. Donc, quand on commence un processus, on le finit. Puis, comme Edith le mentionnait, les meilleures pratiques, là, c'est un processus qui devrait durer de 4 à 8 semaines. Dans les faits, je pense qu'on ne l'a pas vu nulle part là, dans les cliniques qu'on a fait les évaluations. On était dans les délais d'évaluation qui duraient souvent plusieurs mois. Donc, ici, c'est vraiment l'enjeu qui est prioritaire. On veut aussi offrir de la formation, puis pas juste de la formation individuelle, mais de la formation d'équipe. Ici, c'est important, la notion d'équipe, hein, de développer une maturité d'équipe, de développer aussi une vision commune du travail qu'on fait ensemble. Donc, éventuellement, d'offrir vraiment de la formation, mais pour dédier à l'équipe, faire des activités aussi de team building, ça peut être une option qui pourrait être intéressante. En lien aussi avec la maturité d'équipe, hein, quand on n'a pas consensus, on fait quoi? On a réalisé dans les faits que c'était un enjeu qui se représentait dans plusieurs des cliniques. Donc, à ce niveau-là, c'est important, d'une part, de se doter de critères qui sont objectifs pour faire l'évaluation de l'enfant. Donc, on ne reste pas sur des perceptions qui sont très individuelles ou, en fait, plus qualitatives. Donc, on se dote d'une grille objective pour faire notre évaluation. Mais surtout, on définit ensemble un processus à suivre lorsqu'il n'y a pas consensus, parce que ça va arriver, c'est normal. Les cas qu'on gère, c'est des cas complexes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la trajectoire lorsqu'on ne s'entend pas sur un processus, sur un diagnostic à donner à l'enfant? Une autre notion qui pour nous, est fondamentale au pôle santé, quand on parle de gestion par processus, c'est toute la question du rôle d'un propriétaire de processus. Puis à ce niveau-là, on voit qu'à travers les cliniques qu'on va évaluer, cette notion-là était peut-être un petit peu plus difficile à intégrer là, auprès des acteurs qui étaient concernés. Puis à ce niveau-là, je me permets une petite parenthèse, hein, c'est les obstacles que je nomme en ce moment, ça ne touche pas seulement les équipes qui font de l'évaluation diagnostic TSA, mais bien ça peut s'appliquer à pas mal toutes les trajectoires puis les processus là, dans le réseau de la santé, puis je dirais même dans d'autres types d'organisations. Donc, au niveau du rôle de propriétaire de processus, on fait une distinction ici entre le propriétaire de processus puis la personne à l'intérieur de l'équipe qui est responsable légal du diagnostic qui va être remis à l'enfant. Donc, à ce niveau-là, dans les faits, en ce moment, c'est le pédiatre, c'est le neuropsychologue et le psychologue qui peuvent être des porteurs légaux du diagnostic. Mais en ce moment, l'enjeu, c'est que le fait qu'ils sont responsables légaux du diagnostic va leur donner extrêmement de pouvoir sur le processus à suivre pour un enfant, pour ne pas dire que c'est carrément eux qui vont dicter le fonctionnement du processus, étant donné qu'ils sont responsables légaux.
Donc, à ce niveau-là, nous, on fait une distinction importante entre les deux rôles, à savoir qu'un propriétaire de processus, c'est d'une part une personne qui va être responsable et imputable des résultats puis de la performance globale de l'équipe de travail. Donc, c'est quelqu'un qui est responsable, qui est imputable, puis c'est quelqu'un, en d'autres termes, qui va être le gardien du processus. Donc, une fois qu'on va avoir mis en place la solution de définir un processus standard, donc d'avoir un consensus d'équipe sur une organisation du travail à suivre, notre propriétaire de processus, il va être là pour être un peu le chien de garde là, de comment devrait se passer un processus d'évaluation pour un enfant. Donc, à ce niveau-là, c'est une personne qui, de par la nature de ses activités, doit avoir un bon niveau de connaissance à la fois des activités cliniques et des activités administratives. Donc, en d'autres termes, il doit avoir une bonne vision d'ensemble de comment se passe un processus d'évaluation diagnostique, parce que sinon, bien, quand il va venir le temps de prendre des décisions sur des activités à garder ou à ne pas garder, s'il ne connaît pas du tout le processus clinique, bien, ça va être difficile des fois de trancher là, certaines décisions qui pourraient être importantes. Donc, à ce niveau-là, piste de solutions à retenir, c'est important à l'intérieur de tous les services, de toutes les équipes de travail, d'identifier d'une part, c'est qui mon propriétaire de processus à l'intérieur de mon équipe. Donc, il faut l'identifier. Et une fois qu'il a été identifié, c'est important de lui attribuer les pouvoirs nécessaires pour qu'il puisse bien exercer son rôle. Si je nomme une personne, puis là, on peut dire dans le cas des cliniques qui ont fait partie de l'étude, si on dit, bien, mon coordonnateur clinique, bien, c'est lui mon propriétaire de processus, mais qu'en même temps, il a un rôle un peu accessoire, on ne lui donne pas les pouvoirs qui vont avec son rôle, bien, ça va être encore les acteurs qui vont dicter le fonctionnement, puis c'est eux qui vont décider comment les choses vont se passer. Donc, à ce niveau-là, notre propriétaire, il doit avoir le pouvoir pour bien exercer son rôle à l'intérieur de son équipe. Edith en a parlé un peu plus tôt, hein, donc je vais le passer rapidement, mais la question aussi du manque d'adhésion au mandat qui est donné à une équipe de travail, mais surtout manque d'adhésion à son rôle comme professionnel dans l'exercice de son mandat. Donc, à ce niveau-là, ce que ça le fait, l'impact que ça avait en fait comme enjeu, c'était que certains professionnels travaillaient en mode, on va dire, en surqualité de service. Donc, on en fait un petit peu plus que ce que notre mandat l'exige. Edith, tu donnais l'exemple des rencontres post-bilan. Bien, en fait, le post-bilan, ça se passait une fois qu'on avait posé le diagnostic pour l'enfant. Donc, dans les cliniques, le mandat était supposé arrêter là, sauf qu'on voit que dans les faits, des fois, on va continuer, on va commencer à faire de l'intervention avec l'enfant. Puis, je vous dirais, bien personnellement, c'est quelque chose qui est tout à fait louable, c'est très compréhensible, parce que souvent, dans le réseau, on va beaucoup travailler en mode de compensation. Les délais sont tellement importants une fois qu'on a posé le diagnostic à l'enfant. C'est tellement long avant qu'ils reçoivent des services d'une orthophoniste qu'en tant qu'orthophoniste, on a envie de commencer à faire de l'évaluation avec lui. Donc, en ce moment, le réseau travaille beaucoup en mode de compensation. Mais de l'intervention, pardon, merci Edith. Donc, dans le fond, on travaille beaucoup en mode compensation, mais l'impact que ça a, c'est que l'enfant attend déjà longtemps en liste d'attente, donc il a tellement attendu longtemps qu'on ne lui donne plus de services, mais plus on lui donne des services, plus les autres enfants attendent longtemps. Puis là, bien, vous me voyez venir, hein, on embarque dans une roue qui tourne qui fait en sorte qu'on n'est pas capable d'améliorer notre performance. Donc, à ce niveau-là, des pistes de solutions à retenir, c'est d'une part de s'entendre avec l'équipe sur c'est quoi notre mandat. On est ici pour faire quoi ensemble? Puis, une fois que le mandat a été élaboré, bien, c'est de définir le processus de travail et les activités qui vont en découler qu'on va décider de suivre en tant qu'équipe. Aussi, un autre point, puis ça, je vous dirais que j'ai été quand même assez surprise de le constater, on réalisait qu'à l'intérieur des équipes de travail, souvent, il y avait une méconnaissance des services qui étaient offerts en amont et en aval à notre processus. Donc, des fois, on avait tendance à en faire un peu plus, ne sachant pas qu'une fois que l'enfant avait été évalué à l'intérieur de la clinique, on pouvait facilement le retourner dans le programme des TED, où est-ce qu'il y avait une travailleuse sociale qui était là pour prendre en charge le parent, lui expliquer des ressources qui pouvaient lui être offertes là, pour lui venir en aide à lui et à son enfant. Donc, juste de former puis d'informer son équipe de c'est quoi les autres services qui sont offerts dans le réseau, ça peut être un élément important. Ramener aussi la fameuse approche populationnelle au cœur des préoccupations. Donc, à ce niveau-là, puis encore là, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait louable. Un professionnel qui a un enfant devant lui va vouloir en donner beaucoup parce qu'il voit l'enfant puis il voit tous les besoins qu'il a.
mais en même temps, on a tendance un peu à oublier tous les enfants qui sont en ce moment en liste d'attente. Donc, de garder en tête qu'il y a des personnes qui attendent, puis plus on donne de services à cet enfant-là, plus d'autres attendent en liste d'attente, puis peut-être que les besoins des autres sont plus urgents. Il me reste 2 petits obstacles là, que je vais passer un peu plus rapidement. Mais donc, d'une part, on voit aussi que la question de la culture de performance et d'amélioration continue, c'est quelque chose à développer au niveau des différentes équipes de travail. Puis encore là, dans les CETED, mais vraiment ailleurs, là, partout ailleurs, je dirais, dans le réseau de la santé. On remarque qu'il y a un suivi qui n'est pas nécessairement quelque chose qui est fait de façon assidue puis de façon quotidienne de la performance des équipes. Donc, à ce niveau-là, je peux vous dire que juste nous, pour savoir quelle était la performance actuelle des cliniques, des fois, on avait beaucoup de difficultés à mettre la main sur les données de performance, quand dans les faits, on le sait, il faudrait mobiliser nos équipes autour de cette performance-là. C'est important d'être transparent sur cette information-là, puis de dire aux professionnels, en ce moment, les délais d'attente, c'est 2 ans, puis il faut trouver une façon ensemble de s'améliorer. Donc, vraiment d'aller chercher une mobilisation des équipes autour de la performance. Puis aussi de commencer à mettre en place des mécanismes et des réflexes d'amélioration continue. Donc, n'ayez pas peur de tester des solutions. Hein. Donc, des fois, on a peur, on n'est pas sûr qu'on a retenu la bonne solution. Bien, ce n'est pas grave, essayez-la. Donnez-vous un terrain de jeu, donnez-vous 2 mois, allez tester des idées. Puis si ce n'est pas la bonne solution, bien, c'est pas grave, ce n'est pas la bonne. On va se rasseoir ensemble 2 mois plus tard, puis on va réfléchir à comment on peut améliorer nos solutions. Donc, vraiment, gênez-vous pas pour passer à l'action puis aller tester certaines idées dans le milieu. À ce niveau-là, quelques pistes à retenir, fixer avec nos équipes, des objectifs ainsi que des cibles de performance sur lesquels on va vouloir aller les mobiliser. Puis aussi d'amener son équipe à justement commencer à travailler dans un modèle d'amélioration continue. Donc, on le sait, hein, puis au pôle santé, c'est la même chose. On est pris à gérer des urgences, on est surchargé dans le cadre de nos fonctions. Mais des fois, de prendre un petit temps, un petit moment de recul, un temps d'arrêt pour réfléchir à comment on fonctionne ensemble, puis comment on peut faire pour s'améliorer, bien, éventuellement, on prend du temps, on investit du temps pour faire ces activités-là, mais je peux vous garantir qu'au fil des semaines, vous allez en gagner du temps parce que vous allez avoir amélioré vos processus. Un dernier point à mentionner dans les principaux obstacles qu'on a rencontrés dans le cadre de la démarche, c'est que pour le moment, il y avait peu de mécanismes formels de collaboration, à savoir qu'on a beaucoup de difficultés à établir des corridors de services avec nos différents partenaires. À ce niveau-là, on remarquait entre autres que la collaboration à l'heure actuelle repose beaucoup plus sur des individus que sur des processus formels de collaboration. Ce que je veux dire, par exemple, c'est que moi, je travaille dans une CETED, j'ai besoin de l'aide d'une pédopsychiatre. Je connais bien Edith Arsenault, je vais prendre le téléphone, je vais appeler Edith. Edith et moi, on a un bon historique de collaboration, donc la collaboration va bien se faire. Dans les faits, je peux vous dire que ça rend la collaboration assez fragile parce que si un jour, Edith décide d'aller travailler pour un autre service ou décide de changer d'emploi, bien, la collaboration vient de tomber à l'eau. Donc, à ce niveau-là, c'est important de définir des processus formels de collaboration dans lesquels, d'une part, on va avoir identifié des critères de collaboration. Donc, quand est-ce qu'on devrait collaborer ensemble, dans quel type de situation, mais surtout, c'est quoi les mécanismes qu'on va mettre en place pour justement concrétiser la collaboration. Par exemple, dans certaines CETED, on a décidé que la collaboration avec la pédopsychiatrie, ça se faisait quand un enfant présentait des comorbidités, des cas qui étaient complexes puis qui touchaient davantage des dimensions affectives pour l'enfant. Donc, on décide que dans ces cas-là, on collabore avec la pédopsychiatrie. Puis, on s'est donné dans la clinique que j'ai en tête, là, 4 plages de collaboration dans l'année. Des plages de collaboration, ça dure 3 heures. Il y a une pédopsychiatre qui vient, puis on lui présente des cas qui sont jugés plus complexes par les membres de l'équipe. Donc, à ce niveau-là, on est venu définir des différents mécanismes de collaboration. Un point piste de solution qui semble un peu bête à dire, mais dans les faits, qui était quand même un élément assez important, il faut amener les gens à se connaître. Il n'y aura pas de collaboration lorsque les personnes ne se connaissent pas. Donc, juste de se donner des temps, des moments de rencontre pour amener les professionnels à discuter ensemble, se présenter, les amener à se connaître, créer peut-être des communautés de pratique, par exemple, où est-ce qu'on a différents psychologues là, qui vont échanger ensemble sur leurs pratiques. Donc, juste d'amener les gens à se connaître, ça va grandement faciliter la collaboration.
Puis comme je l'ai dit plus tôt, bien, il faut définir aussi des critères puis des mécanismes, donc un processus qui va faciliter la collaboration à l'intérieur des équipes de travail. Dernier point que j'aimerais amener en piste de solution, c'est que en ce moment, la façon de mesurer la performance dans le réseau ne facilite pas, pour ne pas dire ne nuit pas en quelque sorte à la collaboration entre les différents services. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'en ce moment, la performance est beaucoup mesurée par silo. Donc, au niveau des CETED, on a une liste d'attente de 2 ans. On a fait X nombre d'évaluations cette année. La pédopsychiatrie, de son côté, elle a des listes d'attente de 3 ans. Elle fait 100 évaluations par année. Donc, on mesure beaucoup la performance par silo, mais on ne mesure pas nécessairement la collaboration entre les services. Puis, ce qui fait en sorte, puis on l'a entendu, Edith et moi, comme réflexion, une pédopsychiatre était pratiquement, ça la nuisait d'aller collaborer avec la CETED, parce que si elle vient collaborer avec la CETED, bien, ça fait en sorte que ses délais d'attente augmentent, puis elle va faire moins d'évaluations dans l'année. Donc, concrètement, c'est quoi les leviers, c'est quoi les avantages pour elle d'aller collaborer avec la clinique? Elle ne les voit pas vraiment parce qu'on ne mesure pas justement cette collaboration-là entre les services, puis on n'en tient pas compte dans notre performance. Donc, en conclusion, là, à ma partie de présentation sur les obstacles, c'est important d'orienter le travail des équipes autour de la prémisse suivante. Ce ne sont pas les acteurs de façon individuelle qui vont venir produire le résultat, mais bien l'organisation d'un flux d'activités qui va être réalisé par des acteurs à l'intérieur d'un processus. Donc ici, si vous restez dans une logique d'acteurs où tout le monde fait ses activités, mais qu'il n'y a pas nécessairement de synergie entre les différentes activités de nos acteurs, les résultats n'arriveront pas. C'est vraiment, il faut travailler de façon organisée ensemble, puis c'est comme ça qu'éventuellement, vous allez être en mesure d'atteindre une bonne performance à l'intérieur de vos trajectoires de service. Oui, on coupe? Oui, OK. On finit? Merci beaucoup, merci. Merci. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a un micro qui ne semble pas marcher ici en salle, mais qui est vraiment important pour que les gens puissent nous entendre en web diffusion. Alors, je vais ouvrir la période de questions pour alimenter le débat que vous avez très bien placé. Vous avez très bien placé la table. Je suis certaine qu'il y a plusieurs questions qui viennent d'ici ou qui vont venir du web. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ouvrir la période de questions? Un instant. On écoute quand je parle. Oui, madame. J'aimerais connaître, en fait, la réception des 7 cliniques avec qui vous avez fait affaire suite aux résultats, vos observations, vos conclusions, ce que vous présentez. Quelle a été la réception, puis quel changement ils ont bien voulu apporter? Et est-ce qu'il y a une forme d'unité ou d'uniformisation dans le processus? C'est en Montérégie-Est, donc, maintenant. Et est-ce qu'il y a des collaborations, je vais ajouter une autre question, entre ce qu'il y a en amont, ce qu'il y a en aval? Est-ce que les gens se comprennent dans le processus pour faciliter le travail de tout le monde, les familles en premier? Je débute. 2 volets à votre question. Donc, dans un premier temps, la réception du projet, comment le projet a été reçu. Je vous dirais que la réception du projet, un projet d'envergure comme celui-ci, où est-ce qu'on va modifier les pratiques, n'est pas sans lever certaines résistances que j'appellerais davantage des préoccupations. Et au départ, lorsqu'on a commencé à parler du projet à Montérégie, il est sûr et certain que les préoccupations, elles étaient importantes, elles étaient là. Mais rapidement, Caroline nous a amenés sur allons-y davantage avec une stratégie où est-ce qu'on implique les acteurs pour leur donner du pouvoir dans leur processus de changement. Alors, dès qu'on a eu ce discours-là sur vous allez faire partie du processus de changement, non seulement vous allez faire partie du processus de changement, mais vous allez en être les acteurs principaux. Vous allez choisir vos solutions de changement. Dès ce moment-là, la réception était complètement différente. Et différente, mais pas sans lever des préoccupations, et des préoccupations qui sont réelles et qui sont pertinentes.
Mais, puis ce qu'on leur disait, hein, souvent, c'est Caroline, moi et l'autre personne qui n'est pas avec nous, là, qui était de l'Institut, on est là pour animer la démarche. Mais la démarche, elle vous appartient. C'est votre processus d'intervention. Très souvent, on leur remettait la démarche entre les mains. Ce que ça a donné comme résultat, à la fin de chaque intervention, donc l'intervention se déroulait sur 5 jours, les gens ressortaient avec, ça faisait partie de la démarche, les gens ressortaient avec une cartographie du processus, une cartographie optimale en fonction de l'ensemble des discussions, des problèmes, des solutions qui ont été choisies. Donc, une cartographie révisée et un plan d'action pour le mettre en place. Et à ce moment-là, on quittait et on s'en allait vers une autre clinique. Donc, ils avaient les outils pour pouvoir procéder à l'implantation de leur solution de changement. Deuxième volet de la question qui était comment ça se passe ici maintenant en Montérégie. Bien sûr, comme partout ailleurs, on est dans cette période de transformation-là, de mise en place des nouvelles structures de CIS. En Montérégie, il y a maintenant 3 CIS, le CIS Montérégie Ouest, Centre et Est. Les 7 cliniques sont réparties sur ces 3 CIS-là. On retrouve des cliniques dans les 3 CIS. Et présentement, première rencontre de travail hier, on commence à regarder comment on va effectivement donner suite aux travaux qui ont eu lieu dans les CETEN, dans chacun des 6 individuellement, pour pouvoir s'assurer qu'il y a poursuite des travaux et implantation. Caroline? Non, mais je pense que ça complète, ça répond bien à la question. En fait, juste attirer l'attention sur le fait que la trajectoire idéale simplifiée qu'on vous a présentée, ce n'est pas un modèle qu'on est allé implanter dans les cliniques. Chaque clinique en est sortie de la démarche avec une trajectoire idéale qui respectait les décisions qui avaient été prises au sein de l'équipe. Donc, nous, on n'est pas arrivé pour dire voici un processus idéal, puis voici comment vous devriez l'implanter chez vous. C'était vraiment une démarche émergente où est-ce qu'on a discuté avec l'équipe des principaux problèmes qu'elle vivait là, en termes de séquence puis d'organisation des activités. Puis c'est l'équipe elle-même qui en est arrivée à proposer des solutions puis à définir son processus idéal dans lequel elle avait envie de travailler. Sur le web. Tout d'abord, une question de Christine Fournier de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec qui demande « Pourriez-vous donner un exemple de processus standard lorsque l'équipe n'arrive pas à un consensus? » Ben oui, je peux me lancer, mais encore là, c'est un processus standard là, qui appartenait à chacune des équipes là, avec lesquelles on a mené l'intervention. Mais par exemple, ça peut être, bien, on n'a pas un consensus d'équipe. La première étape, ça va être d'aller chercher une plage de consultation avec la pédopsychiatrie. Donc, dans certains cas, on avait une pédopsychiatre là, qui venait pratiquement aux 2 ou aux 3 semaines rencontrer l'équipe. C'est peut-être 1 heure ou 2. Puis, la pédopsychiatre essayait là, je vais dire, dénouer l'impasse ou essayait d'orienter l'équipe du mieux qu'elle pouvait sur, elle, qu'est-ce qu'elle voyait comme diagnostic à retenir pour l'enfant. Si après cette rencontre-là, on n'est pas capable d'avoir un consensus, bien, peut-être qu'on va aller faire des évaluations supplémentaires, peut-être qu'on va aller faire de l'observation dans le milieu, là, d'aller observer l'enfant. Oui, éventuellement aussi, on va peut-être référer l'enfant dans le temps à la clinique régionale des troubles complexes. Donc, c'est une clinique en Montérégie qui était vraiment mandatée pour s'occuper des cas plus complexes en Montérégie. Ça pourrait être éventuellement une 3e étape à notre processus, disons, standard lorsqu'il n'y a pas consensus. De Marie-Ève Monfette du CIS Chaudière-Appalaches qui dit « Bonjour, est-ce que certains milieux se sont dotés d'un rapport d'évaluation interdisciplinaire commun? » Partout. Ça a été effectivement le choix. Bien, je dis partout, là, d'emblée, là. De mémoire, tous ont fait le choix d'y aller vers un rapport interdisciplinaire commun.
je l'ai nommé à quelques reprises, l'interdisciplinarité a été vraiment au cœur de nos discussions, au cœur de nos questionnements. La démarche apporte beaucoup de pourquoi, mais l'interdisciplinarité a été au cœur des discussions. Et je vous dirais que de mémoire, la totalité. Donc, on n'est pas ici dans une addition de... On a notre rapport de l'orthophoniste, on a notre rapport de l'ergothérapeute, puis on a notre rapport du psychologue. En fait, on faisait vraiment... Il y avait, dans tous les cas, je pense, carrément une révision du format du rapport. Donc, comment on fait, au lieu de rester vraiment par discipline très scindée, puis des fois, on dit même des choses qui sont contradictoires ou on se répète à travers le rapport. Donc, on se dote vraiment d'un canevas, d'un rapport qui est interdisciplinaire dans lequel on évite aussi les redondances puis les dédoublements à travers l'information qu'on peut y retrouver. Moi, ça regarde l'interdisciplinarité, justement. Je me demandais si ça a pu amener des changements au niveau de la composition même des équipes dans cette réflexion-là par rapport aux besoins d'évaluation. Si on touche les pratiques, souvent, on peut dire qu'il manque tel type de professionnel. Est-ce que ça s'est produit dans l'une ou l'autre des équipes? Est-ce qu'elles se ressemblaient? De mémoire, je ne crois pas qu'on a modifié, de mémoire, on n'a pas modifié la composition des équipes. Les équipes d'évaluation en Montérégie étaient présentes depuis l'intervention dont on vous parle, c'est terminé au 31 mars 2015 dernier, donc c'est passé dans l'année 14-15. Les équipes sont en place, sont en constitution là, depuis 2006-2007. Donc les équipes étaient relativement bien constituées, bien dotées. Même si on parle d'équipes à temps partiel, la représentation des différents types de professionnels était déjà là. Par contre, effectivement, ce que c'est venu soulever, c'est davantage de questions autour des rôles et responsabilités des professionnels dans l'équipe. Que doit faire... quel est l'apport particulier du psychologue dans une équipe interdisciplinaire? Quel est l'apport particulier d'une travailleuse sociale? Ça a été davantage sur l'apport de chacun que de revoir la composition. Puis c'était aussi une des règles qu'on s'était engagé. Dans le fond, ce qu'on disait, c'est on ne vient pas, comme projet d'intervention, on ne vient pas modifier nécessairement les équipes avec lesquelles vous travaillez. On va faire l'intervention avec les gens qui sont là sur place, avec les contraintes qu'on a, et on va dégager le processus le plus optimal possible. Tout à fait. Puis en d'autres termes, puis ça, c'est important quand on pense à de l'amélioration de processus, de ne pas rester sur la prémisse de « Ah, bien, ça ne va pas bien, puis on n'a pas une bonne performance parce qu'il manque de ressources. » Parce que, je vais vous dire, la première couche de réponse qu'on va avoir quand on va questionner la performance, c'est « On n'a pas assez de professionnels à l'intérieur de notre équipe, puis c'est pour ça qu'on a des délais d'attente importants. » Comme Édith, tu l'as bien mentionné, là, rapidement, ça, il a fallu le camper dans le cadre de la démarche. L'objectif, ce n'est pas d'ajouter des ressources, mais c'est de travailler ensemble autrement pour rendre nos activités plus performantes. Puis à ce niveau-là, on n'a pas eu le temps, malheureusement, de parler de résultats, mais je peux vous dire que de façon théorique, là, parce qu'avec l'abolition de l'agence, on n'a pas pu suivre les résultats de ce que notre intervention avait donné. Mais de façon théorique, juste en réorganisant le travail des professionnels, on était facilement capable de gagner environ 30 % de plus de performance à l'intérieur des équipes de travail. Puis je peux vous dire que c'était des projections qui étaient assez pessimistes. Donc, on aurait même pu augmenter davantage. Et de Martine Patry qui demande « Avez-vous des indicateurs ou des idées d'indicateurs qui permettraient d'évaluer la collaboration des acteurs dans une trajectoire de service? » Bien, écoutez, c'est une question à 1 000 $. Là, effectivement, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est un enjeu important en ce moment qu'on ne la mesure pas du tout, cette collaboration-là entre les différents services, entre les différents acteurs. Mais ne serait-ce que de regarder combien il y en a eu de rencontres où est-ce qu'on est allé mettre ensemble un pédopsychiatre avec la collaboration de la CETED. Donc, juste d'aller nommer le nombre de fois où il y a eu collaboration, puis éventuellement le nombre de fois où ça nous a permis de résoudre un cas qui était complexe. Donc, éventuellement, ça pourrait être des notions intéressantes à aller mesurer.
Ou je sais que, par exemple, on a travaillé aussi beaucoup avec la clinique régionale d'évaluation des troubles complexes en Montérégie. Puis éventuellement, bien, c'était même de se poser la question, est-ce que la clinique régionale doit faire à tous les cas des évaluations complètes des enfants? Donc, on a un enfant qui est allé dans une CETED, il aurait attendu 1 an de plus, 2 ans de plus pour passer à la clinique régionale. Si quelqu'un de la clinique régionale allait dans la CETED pour aller aider l'équipe à arriver à un diagnostic, bien, on gagnerait beaucoup en termes d'efficacité. Donc, juste d'aller voir le nombre de fois qu'il y a eu collaboration, le nombre de rencontres qu'il y a eu, déjà ça pourrait être un indicateur vraiment pertinent à suivre. Alors, je pense que ça clôt les questions pour cette excellente présentation. Merci beaucoup, Edith Arsenault. Merci beaucoup, Caroline Parent, pour l'excellente présentation. Ça nous a permis à la fois de réfléchir sur le fond, c'est-à-dire la problématique des TSA, qui est quelque chose de très préoccupant, qui prend beaucoup de place dans les médias, mais en même temps aussi, ça nous a permis de pouvoir explorer avec vous des enjeux de gestion de changement, des enjeux au niveau de la gestion par processus qui sont extrêmement importants, puis sont aussi transférables dans tous les secteurs d'activité, dans le domaine de la santé, mais comme tu le soulignais avec justesse, Caroline, dans l'ensemble des secteurs des services et même dans le manufacturier aussi. Donc, merci beaucoup pour les bonnes pistes de réflexion. Je suis sûre que ça va servir au plus grand nombre. Si vous me permettez, avant de vous laisser, j'aurais quelques petites informations. C'est toujours mon petit moment où est-ce que je peux vous dire qu'est-ce qui s'en vient. Entre autres choses, notre prochain séminaire se tiendra le 29 octobre 2015 et il va être donné cette fois-ci en collaboration avec le CETO. Alors, on fait une collaboration des fois entre pôles et groupes de recherche. Il va porter sur une question qui va certainement intéresser Mme Parisien ici, sur la performance du bureau de projet dans le secteur de la santé. Alors, on a 3 conférenciers de choix qui vont venir nous parler de ça. Il y a Mme Monique Aubry, qui est professeure titulaire à l'École des sciences de la gestion à l'Université du Québec à Montréal. Marie-Claire Richer aussi, qui est infirmière en amélioration continue aussi et qui travaille au CIUS de l'ouest de l'île de Montréal, qui est enseignement à McGill ou au CUSUM. Et finalement, Jean-François Fortin-Véraud, qui est le directeur de soutien à la transformation du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai bien hâte de voir parce qu'on est tous aux prises avec de multiples projets et je pense qu'ils vont pouvoir nous donner des bonnes leçons aussi parmi leur expérience dans les projets de transition comme dans les projets un peu plus récurrents. Finalement, je voudrais aussi vous convoquer, si vous n'avez pas déjà répondu présent, puisque la liste d'attente se remplit extrêmement rapidement pour le rendez-vous CATA HEC Montréal 2015 qui va se tenir le 3 novembre. Je vous rappelle que le conférencier d'honneur est Mike Rutter. Donc, au plaisir de vous y voir en grand nombre. Déjà, on commence à avoir proche des portes. Les portes vont fermer bientôt. Merci beaucoup.